Dimitri Pavlenko. 8h41, il prend la route de l'Ukraine. Ce matin, Emmanuel Macron est dans l'avion, là où peut-être est-il d'ailleurs arrivé. C'est pas si loin que ça, Kiev de Moscou. En tout cas, il était au Kremlin hier soir, vous le savez. On a cessé de vous en parler depuis ce matin. 5 heures de tête-à-tête, sans conseiller, pour des échanges les plus directs possibles. Pour l'anecdote, il s'est soumis quand même, le président, à 4 tests PCR avant d'accéder à Vladimir Poutine, qui a, semble-t-il, une sainte trouille d'attraper le Covid. C'était pas un régime spécial Macron. Viktor Orban, la semaine dernière, avait subi le même régime. Alors, à la sortie de cette rencontre, dit-on, pas d'avancée majeure, mais tout de même des signes de bonne volonté de ne pas couper ce fil, aussi ténu soit-il, le fil qui permet pour le moment à l'Ukraine d'échapper à cette invasion qu'on lui promet. Alors, ceci dit, la question de l'Ukraine apparaît assez secondaire par rapport à ce qui est la question centrale. Quelle architecture de sécurité en Europe? Quelle solution qui puisse convenir à tout le monde? Nous sommes à 61 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri. Journaliste à l'opinion, bienvenue. Merci d'être avec nous. François Calfon, éditorialiste, membre du bureau national du Parti socialiste. Bonjour François. Et Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Dimitri. Selon vous, d'abord à chaud, cette discussion à Moscou, Jean-Christophe, estimez-vous que pour le président français, de son point de vue, c'est une réussite? Écoutez, on est sorti du banc des remplaçants de la diplomatie, on va dire globale, dans une période où la cotation géopolitique de la France était quand même, depuis, et ça date pas d'Emmanuel Macron, en baisse, pour pas dire autre chose. Revenons à la Syrie, le Liban, les contextes africains démultipliés. Donc, sans parler des absences en Amérique du Sud et autres. Donc, on revient sur le terrain diplomatique. Et quand je dis on, c'est évidemment la France, parce qu'elle est incarnée par le président français, Emmanuel Macron, mais aussi l'Europe, puisqu'il est le président, et la France occupe la place de la présidence tournante de l'Union européenne pendant cette période-là. Donc on peut se réjouir de cet événement, parce que ça marque quand même un changement d'étape. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, ne serait-ce qu'il y a 15 jours, tout le monde se disait, mais où est l'Europe? Et où est Emmanuel Macron, président français, président en exercice de l'Union européenne. Donc, il était au téléphone et il préparait cette entrevue. Exactement. Mais c'est quand même pas. Alors après, on peut se dire deux choses. Il y a vraiment deux analyses qui, sortant de France, où on le voit un peu partout, encore une fois, en Europe et ailleurs. Il y a beaucoup de commentaires dans le monde anglo-saxon. C'est assez intéressant. Ça veut dire qu'en gros, certains disent que c'est le diplomate en chef de l'Union européenne retrouvé, et d'autres affirme, en gros, on va le faire comme ça, que c'est le gestionnaire délégué, si vous voulez, de l'OTAN et donc des États-Unis sur une zone où les États-Unis n'ont plus aujourd'hui d'ambition d'exécution, si vous voulez, comme en Afrique, et donc largement portés par leur effort vers la Chine et l'Indo-Pacifique. Et donc il y aurait une espèce de deal entre guillemets, et on l'a vu, la France apparaît d'envoyer des troupes en Roumanie, en Pologne, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est important. Et ces deux pays aujourd'hui sont marqués par deux partis politiques très forts, le PiS en Pologne et un parti qu'on connaît très peu en France, s'appelle Abour, qui est un parti qui réclame une occidentalisation, otanisation presque, si vous voulez, de cette zone très fortement. Et donc, voilà, la France, elle est entre les deux. Donc, pour résumer, un, retour du banc des remplaçants, et deux, interrogation. Est-ce que c'est de la diplomatie, de la puissance européenne, ou est-ce que c'est de la gestion déléguée des affaires de l'OTAN? Très intéressant. Lecture politique, François Calfon. Est-ce que vous ralliez à ce cortège de ceux qui adressent, comme Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour, des reproches à Emmanuel Macron d'avoir tapé sur la Russie, de l'avoir braqué peut-être en soutenant la politique de l'OTAN? Il y a deux choses. Est-ce qu'il est dans son rôle d'être allé à Moscou et ce matin à Kiev? Il est dans son rôle d'être allé à Moscou et ce matin à Kiev. Il faut toujours se poser la question, si nous étions en responsabilité, l'aurions-nous fait? Oui, on l'aurait fait. D'ailleurs, le président Hollande, ce qu'on rappelle rarement, est à l'origine, avec Angela Merkel, des accords de Minsk. Et du format Normandie, et du format Normandie qu'on ne cesse d'invoquer dans cette crise. C'est bien de revenir aux faits. Donc là-dessus, il n'y a pas de reproche à faire. Ce qu'on peut regretter quand même, je lisais un papier de Jean-Dominique Merchet que je partage, c'est qu'en réalité, est-ce que c'est une initiative personnelle du président de la République? Et ça renvoie à son instrumentalisation de communication. On n'est pas naïf, on n'est pas là pour être des bisounours. Ou est-ce que c'est une initiative des Européens? Manifestement, il n'y a pas de feuille de route des Européens. Donc, au-delà de la distance de la table, la distanciation politique, et pas simplement sanitaire du président Poutine. Vous parlez de la fameuse table de 5 parce qu'elle est symbolique. Et ne croyons pas... C'est le mobilier du Kremlin, on s'excuse. Elle est symbolique, et Poutine s'est
à merveille manier les symboles, y compris, j'allais dire, l'accueil en format extrêmement restreint de l'avion présidentiel. Donc, derrière les symboles, il y a quoi? Il y a que les Européens ne parlent pas d'une seule voix, pour la bonne et simple raison que la géostratégie de l'énergie fait qu'il y a un cordon ombilical entre la Russie et l'Allemagne, j'ai nommé Nord Stream 2, qui, quelque part, conditionne extrêmement l'autre pilier de l'Europe, maintenant que les Britanniques ne sont plus là, qui est l'Allemagne. Donc ça, c'est le point. Et je termine d'une phrase, une seule. Ça ne date pas d'aujourd'hui, effectivement, la difficulté. L'Union européenne, tous ces PECO, les pays de l'Est, ont été otanisés d'emblée, puisque quand ils adhéraient à l'Union européenne, ils avaient l'impression d'adhérer à l'Alliance Atlantique. Mais nous aurions dû, et ça c'est le rôle de la France pour le coup, beaucoup plus, sortir de cette OTAN qui avait été d'ailleurs décriée par Emmanuel Macron, en tout cas de son commandement militaire intégré au début de son mandat. Pourquoi vous dites ça? Attendez, juste, pourquoi pensez-vous que la France aurait dû sortir du commandement intégré? Parce que je pense que nous avons, maintenant que les Britanniques ne sont plus là, une protection naturelle. Nous sommes un bouclier naturel sur le plan géostratégique avec la puissance militaire nucléaire, et qu'il y aurait fallu, à défaut d'Europe de la défense, parce que je n'y crois pas beaucoup, il aurait fallu jouer un espace à la fois de sécurité, de diplomatie commune, autant que faire se peut. Mais je crois que ça n'a pas été essayé. J'entends dans votre voix ce que disait Manuel Valls à propos de la crise au Mali, qui disait mais la défense européenne existe, c'est l'armée française, effectivement. Emmanuel Ducrot, bon, je vous laisse choisir sur quoi souhaitez-vous réagir, sur Emmanuel Macron, l'exploitation qu'il tire de cela, ou bien sur la dimension géopolitique de cette visite du président français auprès de Vladimir Poutine. C'est un peu les deux choses. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Il y a ce lead qui est quand même repris en Europe sur fond de questionnement allemand. L'Allemagne se rend quand même compte qu'elle s'est livrée pieds et poings liés au gaz russe. Par parenthèse, avec leur folie de sortie du nucléaire unilatéral. Alors, je le dis parce que tout est lié, comme dirait Ségolène Royal. On peut même dire que la transition énergétique allemande est totalement ratée. Voilà, c'est ça. Voilà, et que ça... Et ils se sont mis dans la main des Russes. Exactement. Et donc, ça les empêche quelque part de réagir en Europe. Ils sont forcément un pas derrière, et donc la France prend cette place. Alors, je pense que personne ne peut dénier à Emmanuel Macron d'avoir fait le bon choix d'aller parler à Vladimir Poutine. Je pense qu'il est exactement dans son rôle. Il est aussi, on est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je pense que personne. Qui d'autre pouvait aller voir Vladimir Poutine? C'est une bonne question. Personne d'autre. Et donc il est exactement dans son rôle. Et je note que ce matin, dans cet exercice, quand même un exercice de grande solitude. Enfin, je veux dire, cette image de la grande table, elle est étrange. Elle dit à la fois une sorte de tête-à-tête presque à égalité, et en même temps une grande solitude. Et je note aujourd'hui que face à cette solitude, il y a un grand silence radio en France. Là, ce matin, il n'y a pas de réaction, très peu en tout cas, à cette séquence russe d'hier. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément d'alternative, c'est ce qu'on a dit. C'est que les conditions par lesquelles nous aurions pu être respectés, un nous Européens et un nous Français, dans une moindre mesure, là je suis ce qui a été dit tout à l'heure, n'ont pas été construites, et notamment dans une forme de distance, gaulienne, osons le mot, avec les États-Unis. C'est-à-dire que la France n'existe en Europe par rapport à l'Europe orientale que quand elle est à équidistance. Peut-être pas, mais dans une forme d'équilibre plus forte vis-à-vis des États-Unis. Ouais. Je voudrais juste rajouter une chose pour nourrir notre conversation sur la dépendance allemande au gaz russe. Quand même, relativisons, à savoir que dans le mix énergétique global des Allemands, le gaz c'est 15%. Il y a les voitures, il y a les camions, il y a tout ça dedans évidemment. Et sur ces 15% du gaz, 55% du gaz effectivement vient de Russie. En face de quoi les États-Unis disent oui, mais nous on est potentiellement fournisseurs avec des gaz de schiste, de gaz naturel liquéfié. C'est une flotte de 1000 méthaniers quand même qui a été bâtie en l'espace de 15 ans aux États-Unis. On est d'accord, mais vous imaginez quand même l'image de méthaniers traversant l'Atlantique pour venir alimenter l'Allemagne, qui a fait des choix énergétiques discutables. Je précise quand même, parce que je ne l'ai pas dit assez fort, le méthane américain, c'est issu des gaz de schiste. C'est du gaz de schiste. Et en plus, on est quand même au cœur de l'hiver. On sait que les réserves de gaz européennes sont très basses, que les analystes européens de l'énergie disent qu'à fin mars, c'est terminé, nos cuves sont vides ou presque, même s'il manque 55% des 15% du gaz russe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une partie de l'industrie qui n'en bénéficiera pas, et ça veut dire des maisons qui ne sont plus chauffées. Au cœur de l'hiver, c'est désastreux. Enfin, moi, je vois quand même, Jean-Christophe, vous me direz ce que vous en pensez, mais dans cette crise russe, les Américains, double bénéfice. Alors, le premier étant la résurrection de l'OTAN, qui retrouve quelque part une raison d'être dans cet activisme russe à la frontière ukrainienne, et puis de l'autre, effectivement, cette possibilité de souffler le marché du gaz
aux Russes à travers ces livraisons de gaz naturel liquéfié qui, c'est vrai, vous avez raison, Emmanuel Ducrot l'a dit, il n'y a pas un bilan carbone très très bon. Quand on est une Allemagne qui se prétend écolo, c'est quand même pas terrible de faire venir du gaz de schiste par des méthaniers faisant 5000 km. Oui, mais alors on a une division au cœur même de la nouvelle architecture politique qui gouverne l'Allemagne. C'est-à-dire, et d'ailleurs, vous avez vu qu'au même moment où Emmanuel Macron était à Moscou, le chancelier dit invisible par la presse américaine, était convoqué, parce qu'il était convoqué à Washington. Donc on est dans un contexte, si vous voulez, où, oui, évidemment qu'aujourd'hui, cette diplomatie et cette géopolitique part de l'énergie, en grande partie, et le conflit entre la Russie et aujourd'hui les États-Unis, mais aussi un certain nombre de pays du Moyen-Orient, je pense au Qatar en particulier, est lié quand même à cette fourniture du gaz. Il y a une compétition du gaz, comme il y a une diplomatie du gaz qui a été faite. Gerhard Schröder, ancien chancelier allemand, il est le VRP, si vous voulez, de l'entreprise gazière et de la Russie en Europe, notamment en Allemagne d'abord et en Russie. Donc ce qui est très important. Et donc ce qu'il faut regarder vraiment de manière très forte, et peut-être qu'on assiste à quelque chose qui est en train de se passer. Quand je vous disais tout à l'heure gestionnaire délégué, je ne le dis pas de manière tout à fait hypothétique, si vous voulez. On a une recomposition des zones d'action et à travers la planète, des zones d'action, cette fois-ci diplomatiques, et pas simplement de la conversation diplomatique. Et ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé depuis quelques jours, à la demande notamment de ce bord dont on parlait, qui veut effectivement, lui, occidentaliser en partie c'est parce qu'ils ont un voisin qui est complexe. Le voisin russe, il est complexe. De la même manière, de l'autre côté, ça n'a pas commencé hier. Tout le monde s'étonne des troupes qui sont au bord de l'Ukraine, près de l'Ukraine. Elles sont là depuis longtemps. Elles sont là pas depuis la Géorgie en 2008. Mais rappelons-nous Nicolas Sarkozy quand il va en Géorgie. Et la Géorgie, cette partie de la Géorgie, toujours l'Abkhazie, toujours occupée. On a une volonté depuis ces années-là de la Russie de repousser. Ce qui était la tentative de l'OTAN, c'était d'endiguer, non pas l'OTAN endiguer l'OTAN, mais c'était d'endiguer la Russie. La réaction a été forte, elle continue, et c'est cette conversation qui a lieu. Hier, il l'a dit. Il l'a dit, Poutine, il a dit, est-ce que vous voulez qu'on ait un conflit avec la Russie? Demandez aux Français, ils ont envie d'avoir un conflit avec la Russie. Évidemment, à ce moment-là, ça vous refroidit très bien. Moi, je pense que François Calfon, j'ai une question. On a l'impression quand même qu'est en train de se mettre en place, là, très concrètement, une seconde guerre froide. Quand Emmanuel Macron dit dans l'avion, en fait, il faut quand même sérieusement réfléchir à l'idée d'une finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire la forcer à la neutralité. Regardez, moi, je connais bien un pays comme la Hongrie. Vous regardez, il n'y a pas de bruit de bottes en Hongrie. Mais la nouvelle guerre froide, en tout cas la guerre économique de l'énergie, elle est déjà là. Quand vous avez la seule centrale nucléaire hongroise qui fournit 30% des besoins du pays, qui a été recarénée par Rosatom. Quand vous avez... c'est le géant russe du nucléaire. Bien sûr. Quand vous avez 70% du gaz hongrois qui vient de Russie, et que vous avez monsieur Orban, dont l'évolution politique est intéressante. C'était un chrétien démocrate anti-russe au début de sa carrière. Et maintenant, c'est un dirigeant illibéral sponsorisé jusqu'au trognon par la Russie, avec une ingérence acceptée de la part d'Orban sur les élections face à, finalement, ses opposants. Une ingérence russe acceptée, entérinée. Parce que la réalité, c'est que quand c'est pas les bruits de bottes, la rivière, j'allais le dire... revient dans son lit et les zones d'influence réapparaissent. Quand vous discutez avec des Ukrainiens de la rue, et je vous jure, il y en a la moitié qui vous disent je ne sais pas ce que c'est la différence entre la Russie et l'Ukraine. Ils sont russophones, ils sont mélangés. Donc vous avez un sujet d'influence qui est celui-là. Et ce qu'on paye avec l'Allemagne, c'est leur hausse politique, alors honteuse, plus ou moins assumée, qui est aussi une leur hinterland économique qu'ils ont préservé. Et donc il y a bien une tectonique des plaques, dans le temps on disait jusqu'à l'Oural, au sein même de l'Union européenne. Je viens de le démontrer sur l'histoire hongroise, mais on l'a de manière beaucoup plus critique en Ukraine, même si elle n'est pas dans l'Union européenne. Emmanuel Ducrot. C'est très compliqué. L'Ukraine, c'est un pays que je connais un peu personnellement. C'est un pays qui est très compliqué et qu'on laisse un peu sur le côté de l'équation sans vraiment se préoccuper de ce qui s'y passe. C'est un pays qui est divisé linguistiquement entre une partie des gens qui parlent l'ukrainien, le russe. Et puis vous savez, les familles, il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, ils sont mélangés. Qui est divisé aussi religieusement, puisqu'une partie des Ukrainiens répondent aux métropolites de Kiev, de Kiev et les autres du métropolite de Moscou. Donc c'est un pays qui est vraiment très compliqué. Et n'oublions pas que ce pays lui-même a fait les frais de la géopolitique du gaz, puisque en 2010-2011, la Russie a fermé le robinet du gaz pour l'Ukraine et le pays a été pendant plusieurs semaines ou mois privé de chauffage en plein hiver. Donc ce pays-là, il a aussi ça qui se joue pour lui. C'est sa souveraineté. L'occidentalisation de l'Ukraine n'est pas naturelle. On en parle comme si finalement on était comme au Monopoly, au Tetris, on change les alliances. Mais il y a un moment donné, il y a un moi profond
des identités nationales qui fait que tout ça n'est pas interchangeable si Jean-Christophe facilement. Gallien. Oui, moi je pour crois le qu'il mot faut de la quand fin. même réintroduire la notion en Europe. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est évidemment quelque chose qui est une stratégie de voisinage et qui fait partie du partenariat oriental de l'Europe. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même aussi dans notre espace à nous. On peut pas dire non plus que ça soit simplement un espace russe. Mais en même temps, de notre côté, il y a une nécessité de pouvoir le considérer comme tel. La Biélorussie, rappelons-le, était aussi. Mais attention, nous, on a un vrai débat avec deux grands pays importants qui sont la Pologne et la Roumanie. Je vous l'annonce, ça c'est un sujet dont on parle très peu ici et c'est un vrai sujet parce que c'est un poids qui n'est plus relié tout à fait à l'Allemagne aujourd'hui. La convocation, je dis bien la convocation de Scholz hier à Washington, le prouve bien. Merci beaucoup à tous les trois. Emmanuel Ducrot de l'Opinion, François Calfon du Parti Socialiste et Jean-Christophe Gallien, politologue conseiller en communication. Bonne journée à tous les trois.